Aujourd'hui, nous attaquons un mythe du vin, c'est Pétrus. Alors Pétrus fait rêver tous les grands amateurs de vin, pas seulement les grands amateurs de Bordeaux, mais les amateurs du monde entier. C'est un cru qui n'a jamais été classé, et pourtant aujourd'hui, quand on parle de la quintessence du Bordelais, on pense immanquablement à Pétrus, même s'il y a Mouton, Latour, Lafite, Margaux, Aubryon, et je m'arrête là. Mais Pétrus, en fait, c'est aussi l'incarnation d'un paysage dans le Bordelais qui s'appelle le Pomerol, qui est un paysage qui n'a jamais cherché à se classifier. Et pourtant, quand on parle Pomerol, on parle souvent de qualité. Et là, non seulement je m'attaque à un mythe de Pétrus, mais en plus à un Pétrus centenaire. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'une bouteille qui qui daterait, d'après les sources dont je dispose, des années 20. Ça, c'est plutôt euh, probable, voire certain. Et cette bouteille-là, c'est celle-ci que nous allons déguster. Celle-ci est un exemplaire vide pour pouvoir voir l'étiquette, sur laquelle effectivement, alors on peut lire Pétrus, Goethals Mortier à Iclou. Iclou étant, je viens de l'apprendre, une ville qui se trouve en Belgique, effectivement, au nord de Gand, au nord-ouest de Gand. Donc il y a marqué Château Pétrus, Grand Cru, Pomerol. Voilà. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire du château, mais il est bon de savoir que dans les années 20, c'est l'époque où Madame Louba, qui en est devenue euh, la célèbre propriétaire, a commencé à acquérir une partie de Pétrus. C'était en l'occurrence en 1925. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'était au moment où Madame Louba l'a acheté, avant ou après. Ça, malheureusement, ça fera partie du mystère qui entoure cette bouteille, et c'est tant mieux. Voilà. En tout cas, les années 20 dans le Bordelais, de très très belles années. Peut-être avec un peu de chance, je vais tomber sur une de ces années. Parmi ces années, il y a deux grandissimes qui sont 21 et 29, mais aussi 28 et aussi 26. Alors pour le reste, 23, je crois que c'était une année assez médiocre. Et les autres, je ne sais pas. Donc, bon, on va voir et on va peut-être espérer tomber sur une de ces grandes années sans en être sûr. L'important, de toute façon, c'est ce qu'il y a dans cette bouteille-là et pas dans le reste des bouteilles du même millésime. Alors, je vais commencer par ouvrir la bouteille. J'ai tenu à le faire euh, là, devant vous, parce que je pense qu'ouvrir une bouteille comme celle-là, c'est un grand moment d'émotion, parce elle a 100 ans. Et donc, je vais faire au mieux. Je vais peut-être décapsuler par le dessus. Et c'est quand même du métal assez costaud là. Donc, je pense que ce que je vais vous proposer, c'est je vais l'ouvrir tranquillement hors champ, parce que ça va peut-être prendre du temps, et puis revenir vers vous, vous raconter comment, comment cette affaire-là s'est passée. Voilà, alors à tout de suite. Alors maintenant, nous allons passer à la dégustation proprement dite. Alors j'ai eu beaucoup de mal à sortir le bouchon, d'ailleurs il n'en est sorti qu'une partie. J'ai utilisé un tire-bouchon à lame. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas c'est mieux qu'un simple tire-bouchon. Et il y a l'autre partie qui est restée, mais ça m'est déjà arrivé avec des vieilles bouteilles, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà. Donc on va verser euh, le, le vin. Voilà, je vais verser un petit fond et on va pouvoir le commenter. Voilà. Alors je dois déjà dire que c'est une émotion indescriptible. Euh, c'est un moment de verser ce vin. Je reviendrai sur la couleur déjà. De verser ce vin est quelque chose, je sais pas, est un acte assez magique où on a le sentiment qu'on transporte une, euh, une longue histoire concentrée dans une bouteille et qui d'un seul coup se révèle à nous comme ça en 2022. Je trouve ça absolument émouvant et sans avoir goûté ni rien,
ce moment-là est un moment unique que j'avoue que c'est la première fois que je le vis comme ça. Alors déjà, je vais te dire pourquoi. La première chose, c'est que l'impression sur la robe est absolument incroyable parce que il tombe en fait un jus d'une couleur d'un vin qui a... Alors d'abord, la robe est extrêmement foncée et en plus, il y a une couleur rouge encore dans ce vin qui paraît absolument invraisemblable. C'est-à-dire, là où je m'attendais à voir tomber de cette bouteille un Porto Tawny classique de couleur un peu caramel dilué, vous savez, les Porto à pas cher. Là, je viens de verser un vin qui est d'une robe impressionnante. Elle est noire pratiquement, avec des reflets rouges encore. Elle est absolument pas marron ni caramel. Donc c'est déjà la surprise est de taille, alors qui est aussi accentuée par le fait que le verre est totalement opaque, très foncé, qui fait la surprise est absolument totale. Je crois que ça ressemble plus à un scénario de film qu'à la vraie vie, et pourtant c'est la vraie vie. Alors maintenant, j'ai commencé par le nez. Alors, le nez est totalement, est totalement inattendu. Totalement inattendu, parce que évidemment, c'est pas un nez d'un vin jeune, hein, déjà. C'est un nez d'un vin qui a vécu. Ça, c'est euh, absolument, euh, c'est tellement évident. Mais, mais on sent tellement de choses. D'abord, c'est un nez puissant. C'est pas un nez évanescent, c'est un nez que je trouve très bien assis, très affirmé, très, très bien assumé. Voilà, très bien assumé. Alors, il y a des arômes. Moi, le premier arôme que je sens, c'est l'hydromel. Cet arôme hydromel floral de rose fanée, presque comme un bourgogne, légèrement réglissé, et puis un tout petit peu de fruits secs. Tout petit peu, mais c'est pas la noix telle qu'on peut la trouver dans certains vins vieux. Alors, je vais agiter et je vais essayer de l'aérer. Et je pense que ce vin va évoluer dans les heures qui viennent. Parce que là, après près de 100 ans sans contact, il faut un tout petit peu de temps pour se réacclimater à notre monde, qui d'ailleurs a beaucoup changé en 100 ans, c'est clair, et peut-être qu'on ne buvait pas dans ces vins, dans ces verres-là, donc peut-être qu'un vin qui ne s'attendait pas du tout à être dégusté dans un verre comme celui-là, un beau verre de dégustation. Il y a de la maury aussi, que j'avais ressenti en posant mon nez, parce que j'ai pas pu m'empêcher, en posant mon nez dans la bouteille. Oui, et un peu d'artichaut, enfin c'est très complexe. Bon, maintenant un vin est fait pour être bu, on va quand même voir ce qu'il a encore à nous dire. Alors, assez étonnamment, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'attaque, c'est du velours. Vraiment du velours. Je m'attendais peut-être pas à ça, je m'attendais à un peu d'aspérité, du fait de la vieillesse, parce que là, on est quand même face à un centenaire. C'est un vin qui est très alerte en bouche et qui est très vivace. Et assez étonnamment, des vins en général de cet âge-là ont perdu toute notion d'acidité. Là, il y a un, un lit acide qui supporte toute la trame du vin, tout le long. Et on le sent très bien. Et en même temps, il y a des fruits, mais peut-être pas les fruits auxquels on peut être habitué quand on boit un pomerol, pas forcément en pétrus, parce que ça ne m'arrive pas de boire des pétrus comme ça, mais un bon pomerol,
ce côté un peu violette qu'on ressent parfois dans certains pommerolles, le côté cassis. Là, c'est d'autres fruits. Je vais regoûter parce que c'est quand même très intriguant. Ah bah c'est absolument... euh, c'est un vin qui a un début, un milieu et une fin, un peu comme un scénario de film. C'est-à-dire, le début, c'est du velours. Il y a cette trame acide qui arrive, qui se présente comme ça euh, autour du vin. Et ensuite, il y a des fruits, il y a des arômes un peu de champignons sauvages en bouche. Il y a un côté un tout petit peu chocolaté, très légèrement chocolaté. Il y a, on sent qu'il y a de l'alcool. D'ailleurs, je pense que si on remue, il doit y avoir des jambes qui se fondent. Non, pas trop. Je pense que l'alcool est complètement mangé. Ah si, il y a des gens qui se forment au bout d'un moment. Ça a une consistance un peu grasse, si je puis dire, ce qui est quand même assez rare sur des vins rouges, qu'on trouve plus facilement sur des morceaux ou des puligny morachés. Et là, effectivement, il y a un gras dans ce vin, il y a une certaine viscosité qui rappelle un peu un côté huileux. Et en bouche, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est plein, c'est vivace, c'est très affirmé, comme on est, et ça vous remplit la bouche avec évidemment des arômes d'un élixir qui viendrait de nulle part. Voilà. Donc ça fait pas trop penser à un Pomerol même des années 90 qui aurait 30 ans. Là, on est vraiment sur une toute autre dimension et c'est un régal. Alors, maintenant, je vais le laisser reposer et puis je propose de revenir voir comment il a évolué. Voilà, à suivre. Retour au Pétrus des années 20. Donc là, ça fait 2 heures que la bouteille est ouverte, elle est largement épaulée. Le niveau est à peu près à ce niveau-là, donc juste au-dessus de l'étiquette. Donc le vin a pu s'aérer davantage. Il n'a peut-être pas du tout évolué. Il a peut-être perdu de sa splendeur, mais ça j'en doute parce qu'il avait tellement de puissance. Et, euh, et là, en fait, c'est un vin qui, je trouve, appelle la nourriture parce il a, il a, il a une consistance et une, une matière qui donne envie de l'accompagner avec quelque chose. Alors, à l'occasion, j'ai préparé un magret de canard sauce au Porto parce que je trouve que le Porto a parfois des relents d'un vieux Pomerol. C'est pas ce que j'ai constaté sur ce Pétrus, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose après cuisson qui peut faire face à la puissance de ce nectar. Voilà, donc je vais me resservir. Alors, toujours cette impression de jus qui est d'une grande et belle concentration avec une magnifique couleur, très contemporaine. C'est un vin qui est vraiment la définition du contemporain, c'est-à-dire que c'est un vin qui traverse les âges en étant toujours d'actualité. Voilà. Donc, je vais commencer par déguster le vin et après je vais l'accompagner de la nourriture. Ah, c'est absolument magnifique. Là, le nez est... Alors, s'il était puissant il y a 2 heures, là c'est une explosion. Et là, il y a plus... il y a un côté plus nougat, date, figue séché. Et le côté champignon qui est, je trouve, encore plus fort que à l'ouverture. Alors, en bouche, euh, il y a un goût torréfié qui ressort,
toujours sur cette trame avec cette belle acidité et sur cette trame de fruits un peu confits. Mais il y a effectivement ce côté brûlerie de café qui est absolument merveilleuse. Il a légèrement évolué. Il est plus, il est plus un bloc homogène maintenant, comme si les pièces du puzzle s'étaient retrouvées ensemble pour former un tout. Et là, je vais déguster avec le, le magret de canard, donc j'ai préparé avec des pois gourmands, tout simplement avec de l'eau et un peu de beurre, une cuisson assez lente, pour essayer de le poser au vin. Alors on est face à un plat assez puissant en goût, avec une belle réduction de Porto, et le Pétrus lui fait front de manière très puissante, mais avec tout ce côté soyeux qui fait que l'ensemble est, est merveilleux. Voilà. L'un met en relief l'autre. Voilà. L'un donne ses lettres de noblesse à l'autre. Bien entendu, là, c'est une simple recette très récente face à un vin qui est pour l'éternité. Parce que je me dis quelque part, ce vin, dans 20 ans, 30 ans, il continuera à évoluer très doucement, comme s'il avait tout le temps devant lui. Voilà. Santé et à bientôt.